présenter la 19e leçon du module programmation avancée et qui s'intitule Parcours de graphe. Si le type abstrait graphe a été inventé pour pouvoir en fait parcourir un ensemble d'éléments discrets selon en fait la notion de voisinage, en fait il faut présenter les algorithmes en fait classiques de parcours de graphe. Alors tout d'abord, nous allons présenter la première stratégie qui est le parcours en largeur d'abord, ou BFS. Ensuite, nous allons présenter le parcours en profondeur d'abord, ou DFS. Puis, nous allons comparer. Alors, tout d'abord, comment se déroule le parcours en largeur d'abord? Alors, BFS comme Breadth First Search. Alors, souvenez-vous de BFS comme largeur d'abord. Donc, premièrement, une définition. Le parcours en largeur d'abord, BFS, est une stratégie pour parcourir un graphe. En fait, un parcours d'un graphe GXE où X, c'est l'ensemble des nœuds et E, l'ensemble des arêtes. Il visite en fait tous les sommets et toutes les arêtes de G dans l'ordre de priorité FIFO. Donc par ordre des niveaux. C'est-à-dire qu'un graphe, en fait, ça c'est le niveau 1, etc. C'est le niveau 0, 1, 2, etc. En fait, il va parcourir dans l'ordre des niveaux dans un ordre donc FIFO. Donc le niveau I avant le niveau I plus 1, etc., etc. Alors, mettons en fait ces symboles, définissons ces symboles. Ça, c'est un arc non traversé. Ça, c'est un arc qui a été découvert. Ça, c'est, on traverse un arc vers un nœud visité. Donc, un frère ou un fils. Ça, c'est un nœud non visité. Et ça, c'est un nœud visité. Donc, un arc non traversé, un arc découvert, un arc traversé vers un nœud visité, et un nœud non visité, un nœud visité. Donc, sinon, on illustre notre algorithme. Au fait, on va visiter après A, B, puis on va visiter C, puis on va visiter D, donc dans le même ordre en fait de leur niveau, puis on va visiter E, donc fils de B, puis on va visiter F, qui est fils en fait de C. Donc en fait, après A, on a visité B, et on a visité C au même niveau, puis D, et on a pris donc first in, first out, donc B a été mis en premier, on regarde ses fils, il a E comme fils et C comme fils, C est déjà visité, C puis C, en fait, il a D comme fils déjà visité, en fait, on a F. Alors, le parcours en largeur, il prend un graphe et il prend un nœud. Tout d'abord, il va initialiser tous les nœuds, donc il va initialiser les visites des nœuds à false, et il va initialiser les visites des arêtes à false. Donc, aucun nœud n'est visité et aucun arc n'est découvert. Et il dit au fait qu'aucun arc n'a été traversé. Il crée un tas, donc vu au fait qu'on a besoin de la notion de fil, donc FIFO, on crée un tas, donc pour une file de priorité, on dit au fait que le nœud passé en paramètre, il est visité, on commence à un certain nœud initial, donc on dit qu'on le visite. On dit que la priorité au fait, c'est au fait le cardinal de nombre de nœuds moins 1. Donc si on a au fait un graphe de n nœuds, on prend la maximum des priorités, donc priorité max, au cardinal de x moins 1. On insère notre élément n avec sa priorité dans le tas. Et puis au fait, qu'est-ce qu'on fait? On recherche le maximum dans le tas, donc on prend par priorité.
On a dit au fait, quand on a un parcours par niveau, donc en fait, on va mettre celui-là prioritaire, de celui-là prioritaire, plus prioritaire que celui-là, puis viennent ensuite les autres dans le même niveau. Donc la priorité maximum, hein, puis celle d'après, etc. Donc au départ, le nœud qu'on a initial, ben, il est de priorité maximum. Donc on recherche le maximum du temps, on affiche ce nœud, hein, on supprime le maximum, hein, donc du temps, et puis pour tous les arcs dont en fait courant est la source, hein, donc en fait on prend en fait les Y qui sont en fait la destination des arcs venant de ce courant, hein, et on dit si en fait cet arc n'est ni découvert, hein, ni traversé, qu'est-ce que l'on fait, hein? Bon, on dit au fait, si Y est déjà visité, n'est pas déjà visité, pardon, alors on dit qu'on le visite, hein, et on dit qu'on découvre au fait l'arc E, qui est entre au fait notre élément de départ courant et Y. Et puis on insère au fait notre nouveau nœud avec sa priorité. Donc au fait, pour chaque nœud au fait de notre graphe, on va voir au fait s'il n'a jamais été visité, hein, et si au fait l'arc courant n'a jamais été traversé. Si oui, pour chaque élément suivant, en fait, on applique le même algorithme, hein, selon un ordre de priorité, on va voir, hein, la priorité d'une Y, c'est -1. Quand on va en fait vers un élément Y' qui est aussi un élément de E, tel que courant Y' appartient en fait à E, la priorité va baisser. Donc à chaque fois, hein, donc priorité max, puis ici, priorité max -1, puis max -2, etc., etc. Hein. Du coup, on va visiter celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, etc., etc., selon l'ordre de priorité. Alors, si donc notre élément a déjà été visité, donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que notre arc, en fait, a été donc déjà traversé. Et on continue, en fait, ce traitement tant que notre tas contient des éléments. Hein. Donc, tant que notre tas n'est pas vide, on recherche le maximum, on supprime on affiche le maximum, on supprime le maximum, et on va regarder tous les arcs en fait, incidents en fait, à notre élément maximum. Hein. Tous les arcs incidents, donc Y, et là en fait E, entre courant et Y, et on va regarder si Y n'a jamais été visité, on le visite, on lui donne une certaine priorité qui est la priorité de courant, hein, priorité de courant -1, etc. Et pour ses frères, priorité -2, priorité -3, etc., etc. On insère dans la file de priorité tas, et puis pour chaque élément en fait, on va encore voir ces adjacents, etc. non visités, hein, et on va leur donner en fait une priorité moindre. Donc selon les niveaux, on va faire tac, 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 tac. Et donc en fait, c'est la notion de priorité selon les niveaux. Et selon l'ordre de découverte, bien sûr. Alors, voir le code c'est fourni avec la leçon qui contient plus de détails techniques que l'on ne peut pas représenter dans un même slide. Alors, des propriétés au fait de notre au fait, algorithme de parcours en largeur. Soit Gn au fait des composantes connexes de G, depuis N. Propriété 1, au fait, le parcours en largeur visite tous les nœuds et arêtes de Gn. Donc tous les nœuds et arêtes de Gn, Gn étant la composition connexe au fait de G. Tous les nœuds au fait qui appartiennent au fait à la composante connexe, donc qui sont connexes à partir de N. Bah, au fait, le BFS va chercher les éléments connexes à partir de N. La deuxième propriété, c'est que les arêtes découvertes, donc ce qui veut dire que notre tableau pour cette arête est à vrai, donc découvert de E est à vrai. Donc en fait, par le parcours en largeur, en fait, forme un arbre de recouvrement Tn de Gn. Alors pourquoi un arbre de recouvrement? Donc de toute façon, quand je représentais notre graphe, je le représentais toujours sous forme d'arbre. Bon, en fait, il n'y a dans un arbre aucun cycle, c'est-à-dire en fait, on ne peut jamais revenir en rang, tourner en rang sur notre graphe. Hein. Donc, on est toujours connexe
Parce que chaque élément qu'on trouve, en fait, il existe un certain chemin entre le nœud de départ et notre nœud trouvé. Donc, notre graphe, notre graphe qu'on découvre, en fait, selon l'algorithme, il est connexe, 1, et il est sans cycle. Il est sans cycle 2 parce qu'on ne peut pas revisiter un nœud déjà visité. Et là c'est au fait quoi? C'est un arbre. Donc, c'est en plus un arbre qui va contenir tous les éléments du graphe. Et s'il contient tous les éléments du graphe, en fait, c'est un arbre de recouvrement. Donc, en fait, si l'on prend les arêtes découvertes par un parcours en largeur, en fait, elles forment un arbre de recouvrement. Donc, Tn depuis Gn. Donc, un arbre de recouvrement, comme on l'a déjà vu, c'est un arbre qui contient tous les nœuds du graphe. Donc, en fait, c'est un arbre partiel, c'est un graphe partiel, donc connexe, sans cycle bien sûr, et qui en plus couvre en fait tout notre graphe. Donc, si on prend la troisième propriété, donc pour tout nœud visité de la ième itération, le chemin de cet arbre de couvrement entre n et v possède i arête. Donc en fait, à la ième itération, on a en fait parcouru une i arête, à savoir qu'à chaque itération, on découvre une arête. Donc tout chemin de n vers v dans Gn possède au moins i arête. Donc en fait, à la ième itération, tout chemin en fait depuis notre nœud initial jusqu'à n'importe quel nœud découvert, il possède au moins i arête parce qu'on a fait i itération. Alors, quelle est la complexité de notre algorithme de parcours en largeur d'un graphe? En fait, chaque nœud est visité une fois. Parce qu'on ne peut pas visiter un nœud plus d'une fois. Et on ne peut pas ne pas visiter un nœud. Parce que notre graphe, il est initialement quoi? Il est connexe. Donc chaque nœud est visité une fois. Une et une seule fois si l'on veut être très précis. Chaque arête est visitée une fois. Parce qu'en fait, quand on visite les voisins, tous les voisins de toutes les arêtes, en fait on visite tous les arcs qui émanent d'une certaine arête. Donc chaque arête est visitée une fois. Alors, le parcours en largeur d'abord d'un graphe, donc visite n nœuds, n étant le nombre de nœuds, et m arête, m étant le nombre d'arêtes. Ce qui veut dire en fait que l'algorithme de parcours en largeur est en grand taux de n plus m, que l'on peut également écrire grand taux de voilà. Donc on a visité lors du parcours en largeur tous les nœuds et toutes les arêtes. Alors, comme exemple d'application, ça peut servir à déterminer si un graphe est connexe. Ça permet de calculer les forêts de recouvrement d'un arbre. C'est-à-dire que, en fait, le parcours en largeur, ça permet de découvrir si un graphe est connexe, de 1. Et de 2, ça permet de découvrir les forêts de recouvrement d'un graphe. C'est-à-dire qu'on peut avoir un arbre de recouvrement, qu'on peut avoir plusieurs arbres de recouvrement, donc des forêts. Calculer les composantes connexes d'un graphe, donc dire quelles sont les composantes connexes d'un certain graphe. Trouver un chemin avec un nombre minimum d'arcs entre deux nœuds donnés. Donc en fait, un chemin avec un nombre minimum. Là, on va minimiser le nombre d'arcs entre deux nœuds donnés. Pas simplement en fait trouver donc un chemin, mais un chemin avec le minimum d'arcs. Pourquoi le minimum d'arcs? Parce qu'on a un parcours en largeur. Donc la priorité, c'est le niveau. Chercher un cycle simple, s'il en existe. Vu que s'il y a un nœud déjà visité, alors il y a un cycle. Alors simple, il ne passe pas deux fois par le même, parce qu'on ne peut pas découvrir les cycles non simples, vu qu'on va à chaque nœud qui représente un cycle déjà s'arrêter, il est déjà visité. Alors, si l'on a vu le parcours en largeur d'abord, on va ici voir le parcours en profondeur. Donc, parcours en profondeur d'abord, depth first search, donc DFS.
si le parcours en largeur, c'est BFS, breadth, le parcours en largeur, en profondeur, pardon, c'est DFS. Alors, première définition, le parcours en profondeur d'abord, DFS, est une stratégie pour parcourir un graphe, okay, comme la stratégie de parcours en largeur. Cependant, le parcours DFS d'un graphe visite tous les sommets et toutes les arêtes de G dans l'ordre préfixé, préordre. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, l'ordre préfixé, c'est là on a par exemple une racine, là on a un E1, là on a un E2, et là on a un E3. Ok? Préfixé, ça veut dire que l'on visite la racine, puis N1, puis N2, puis N3. Donc là, en fait, on va les sauvegarder, et puis on va visiter N1, ok? Etc., etc. Donc l'ordre préfixé ici, puis ici, etc., etc. Donc, toujours la même symbolique pour l'arc non traversé. Un arc découvert, rebroussement vers un nœud visité, un ancêtre, un nœud non visité et un nœud visité. Donc, à largeur A, puis B, puis C, puis D, puis E, puis F. Et là, vous avez remarqué, au fait, on n'a pas visité C et D parce que c'est des nœuds qui émanent, en fait, c'est des fils, en fait, de A. Non, on a pris B, puis on a visité l'arbre, enfin, plutôt les nœuds fils de B, puis on a visité les nœuds fils de D, donc D vient en premier, puis on a visité les nœuds fils, en fait, de C, puis on a visité les nœuds fils de D. Donc, en fait, pour C, on a visité D, puis E, et pour D, après, on a visité F. Donc, en fait, on creuse le graphe d'une manière en profondeur. Alors, c'est ce que l'on appelle, en fait, le préordre. C'est-à-dire, en fait, on va visiter les fils, on va visiter la racine, puis le premier fils. Et pour le premier fils, on va visiter la racine, puis le premier fils. Et pour le premier fils, on va visiter la racine, puis le premier fils. Et puis, le fils, les fils d'après. Donc, on va favoriser la racine, premier fils. On a visité la racine. Il faut visiter le premier fils. Et puis, il faut visiter le premier fils, etc. Puis, tous seulement N2. Donc, N2 vient après qu'on ait visité les fils de N1. C'est ça le préordre. La racine, puis le premier nœud est donc ses fils. Donc, mettons ici N11. Et ici N11. Donc, N1, on l'a visité. On prend N11. Et puis, N11. Là, par exemple, on a terminé. Donc, là, on revient seulement à N2. Donc, on va en fait faire des initialisations. C'est-à-dire que l'on va dire que notre booléen en fait visité, qui est le tableau des nœuds visités, on va l'initialiser à faux, et on va appeler en fait une fonction intermédiaire qui est parcours profondeur itératif, on va lui donner Gn. Donc là, ça nous permettrait au fait de faire un traitement particulier. Donc, cette initialisation se fait une seule fois, et on va appeler cette fonction itérative qui, elle, va faire le traitement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle initialise donc ce nœud à... elle dit en fait qu'il est visité, parce que on reçoit un nœud, donc on dit qu'on le marque, on le marque. Puis on affiche le nœud, donc on l'a visité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour tous les arcs, dont N est une source, on dit si l'arc n'est pas encore visité, ou si, pardon, le nœud destination de cet arc-là n'est pas encore visité, qu'est-ce que l'on fait? On le parcourt. C'est-à-dire qu'en fait, pour tous les arcs incidents à un certain nœud en paramètre, qu'est-ce que l'on fait? On appelle le parcours. Donc, pour cet élément, on appelle le parcours, qui appelle le parcours pour chacun de ces éléments dans cet ordre de découverte, etc. Donc, on va faire ça,
hein. Puis s'il y a d'autres nœuds, on va les mettre. Hein. Puis s'il y a d'autres nœuds, on va les mettre. Et puis tout seulement, à la fin, on revient vers N2, hein, puis vers N3. Alors voilà, ben, c'est un appel récursif ici, mais en appliquant en fait à tous les éléments. Donc tous les arcs incidents. Bien sûr, dans les nœuds destination ne sont pas visités. Alors, par rapport à la complexité, chaque nœud est visité une seule fois. Parce que, bah, au fait, on ne peut pas revenir en arrière, vu qu'on visite chaque nœud. Si maintenant il y a des cycles, hein, bah, au fait, on ne les prend pas en compte, donc on visite un nœud une seule fois. Chaque arête est visitée une fois, on ne peut pas trouver, au fait, vu qu'on ne visite pas la racine plus d'une seule fois, on ne visitera jamais, au fait, une arête plus d'une fois. Donc, chaque nœud est visité une fois, chaque arête est visitée une fois. Bah, au fait, ça veut dire que notre algorithme, il visite tous les nœuds. Donc, ça, c'est en grand O de X. Hein, et il visite tous les arcs en grand O de E. Alors, le parcours en profondeur d'abord d'un graphe de N et M arrête est en grand O de N plus M, c'est-à-dire en fait grand O de X plus E. Alors, vous remarquez ici que le parcours en largeur a la même complexité que le parcours en profondeur. Alors, exemple d'application du parcours en fait en profondeur, il permet de trouver le trait topologique. Donc, à chaque fois en fait on avance, et en fait, ce qui fait que à chaque fois qu'on avance en fait, on a un niveau supérieur. Donc ici, la valeur en fait du trait topologique, c'est à chaque fois qu'on va à un fils visité, c'est on augmente en fait le niveau. Donc c'est d'où la relation du trait topologique. Bien sûr, entre deux frères, ils ont le même niveau, donc ne sont pas comparables, comme dans le trait topologique. Alors, ça permet aussi de trouver les composantes fortement connexes. Okay. Alors, si l'on a vu le BFS et on a vu le DFS, comparons les deux algorithmes. Alors, si l'on regarde maintenant par rapport donc à l'algorithme de largeur d'abord, hein, si l'on prend le largeur d'abord en fait, donc le breadth first search, on voit au fait qu'il y a une recherche de chemin, une recherche de cycle, une recherche d'arbre de recouvrement et la recherche des composantes connexes. Donc là on voit que à la fois le parcours en largeur d'abord et profondeur d'abord, ben, ils peuvent trouver tous ces éléments-là. La recherche des chemins, la recherche des cycles, la recherche des arbres de recouvrement et la recherche des composantes connexes. Donc, tous les deux peuvent être appliqués pour ce genre d'algorithme. Alors, voilà le BFS et voilà le DFS. Donc, le BFS, on a A, donc B, C, D, E, F. Hein, et le DFS, on a A, B, C, D, E, F. Alors, on retrouve le même ordre, hein, mais c'est un cas particulier. Hein, les BFS et DFS, là, c'est structure de graphe. C'est un graphe quand même qui est assez connexe. Il contient beaucoup d'arêtes. Hein, et donc, en fait, c'est pour ça que l'on peut trouver aussi bien un nœud comme fils et comme frère. Donc là, le C, on le trouve comme fils de A. Hein, et on le trouve ici, comme frère. C'est le premier frère de B, donc, par rapport au parcours par largeur, on le trouve en premier. Ici, c'est le deuxième frère, premier après B, donc, à la deuxième itération. Et ici, c'est le deuxième fils de A, donc on le trouve à la deuxième itération. Donc, ça permet de trouver les cycles, les composantes fortement connexes. Maintenant, si l'on regarde le parcours donc en largeur d'abord, ben, le plus court chemin, hein,
c'est clair en fait que le parcours en largeur d'abord, c'est celui qu'on va utiliser. Parce qu'en parcours en largeur d'abord, en fait, il va nous donner à chaque niveau jusqu'à combien en fait donc d'arcs on peut aller pour le retrouver. Et donc on retrouve si vous voulez, les nœuds qui sont moins distants en premier. Vu qu'on retrouve les nœuds qui sont au plus petit niveau en premier, donc en fait, c'est une heuristique pour, forcément, parce que plus on augmente le nombre d'arêtes, plus on va augmenter forcément, parce que c'est une fonction additive, le coût, donc l'évaluation. Si on trouve les niveaux, si on retrouve, selon les niveaux, donc en largeur d'abord, on a plus de chances de trouver les voisins les plus proches d'abord. Et si l'on trouve les voisins les plus proches d'abord, ça veut dire que l'algorithme en largeur d'abord, c'est-à-dire BFS, c'est un algorithme qui peut être appliqué pour trouver donc, les chemins les plus courts. Alors, notre algorithme en fait, de parcours en largeur d'abord, en fait, il découvre les voisins, puis les voisins des voisins, puis les voisins des voisins, donc en largeur, et en fait, il est très intéressant, vu qu'il va découvrir, en fait, si on a des évaluations sur le graphe, les voisins des voisins les plus proches, puis les voisins des voisins des voisins les plus proches, etc. Alors qu'un parcours en profondeur, il va en fait aller jusqu'au plus profond nœud, et puis il va revenir, voir le frère jusqu'au plus profond nœud, etc. Et en fait, on ne va pas en fait trouver tout d'abord les voisins, donc les plus proches, etc. Mais il va creuser, et ça, c'est pas très intéressant donc pour arriver très rapidement à un parcours du plus court chemin. Alors, on a besoin de définir une certaine notion pour donc apprécier l'intérêt du parcours en profondeur d'abord. Alors, une composante biconnexe. Comment peut-on définir une composante biconnexe? Alors, soit tilde une relation d'équivalence dans x carré, donc l'ensemble des couples de nœuds, tel que, quel que soit x, y dans x tilde y, donc équivalent, on va dire, l'équivalence, si x et y se trouvent sur un même cycle simple. Donc si on trouve au fait deux nœuds qui se trouvent sur un même cycle simple, donc rappelez-vous, un cycle simple, c'est un cycle qui passe une seule fois par ces nœuds, qui ne passe pas deux fois. Alors ici, par exemple, x et y, on peut dire que x est équivalent à y. Donc, ils sont sur le même cycle simple. Bien sûr, il se peut que x soit sur un autre cycle simple avec, au fait, z. Et on peut dire que x est équivalente à z. Donc ça, c'est une relation donc, que l'on a définie. Maintenant, cette relation, elle nous sert, au fait, à définir les composantes biconnexes. Comment? En fait, on appelle les classes d'équivalence de tilde des composantes biconnexes. Donc, elles ne sont pas connexes, mais elles sont biconnexes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, x, c'est le point en fait de regroupement de y et de z. Donc, on a retrouvé des cycles simples à ce niveau-là. Donc, premier cycle simple. Deuxième cycle simple ici. On va retrouver d'autres cycles simples. Et en fait, selon une relation d'équivalence, elle est transitive. Donc, si x est équivalent à y et x est équivalent à z, par transitivité, on a y équivalent à z. Donc, par transitivité, au fait, on peut retrouver, au fait, un cycle simple qui va relier y et z. OK? Donc, si on retrouve un cycle simple qui relie y et z, donc y, x, z se trouvent sur la même classe d'équivalence par rapport à ce symbole-là. Et donc, cette classe d'équivalence, c'est ce qu'on appelle en fait une composante
les composantes biconnexes. Donc, tilde, c'est la classe d'équivalence des composantes biconnexes. Alors, on sait ce que c'est qu'une classe d'équivalence. Elle est réflexive, elle est symétrique, elle est transitive. Donc, elle est réflexive, tout élément est équivalent à lui-même. Elle est symétrique. Si x est équivalent à y, alors y est équivalent à x. Alors en fait, nommons une composante biconnexe, la relation d'équivalence. Donc en fait, par exemple, ajoutons en fait un autre symbole pour dire c'est la relation d'équivalence par rapport à cette relation-là. Et donc, y est équivalence au sens de la biconnexité à x, par symétrie, et si y est équivalence au sens de la biconnexité à y, qui est équivalence au sens de la biconnexité à z, alors x et z sont équivalentes au sens de la biconnexité. Donc, ça, en fait, c'est la relation en fait, de biconnexité et donc de composantes biconnexes. Alors, on a vu que les BFS et DFS peuvent être appliqués dans la recherche de cycles, dans la recherche de chemin, que le parcours, donc en largeur d'abord, est mieux adapté au fait pour la recherche du plus court chemin. Là, on voit que les DFS sont mieux adaptés pour découvrir les composantes biconnexes, les composantes fortement connexes et les tritopologiques. Okay? Donc, si l'on essaie de faire une synthèse, les algorithmes de parcours en largeur, en fait, ils vont essayer, donc on a dit, selon l'ordre de priorité des niveaux. Si on a un certain graphe, alors le graphe, par exemple, le graphe dans une solution, en fait, dans un parcours de solution, peut être composé, en fait, de solutions, de configurations de solutions. Alors, par exemple, on va étudier branch and bound, on va utiliser le backtracking, on va utiliser des heuristiques de parcours, de graphes de solutions. On peut appliquer la technique en fait, du parcours en largeur ou la technique du parcours en profondeur pour parcourir une configuration. Donc un nœud, ça peut être une configuration prometteuse. Donc rappelez-vous au fait, quand on avait un labyrinthe, on pouvait soit dire qu'on va visiter au fait chaque fils et partir sur ce fils-là, en fait, on faisait, sans le dire, un parcours en profondeur. Et un parcours en largeur, en fait, c'est de dire, non, pour chacun de ces fils, on va les visiter, puis essayer de voir plus loin. Alors pour le labyrinthe, ce n'est pas possible de faire un parcours en largeur, parce que ce qui nous intéresse, c'est retrouver la sortie. Donc ici, si la sortie elle est là, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller vers la sortie que de voir les autres possibilités d'aller vers la sortie. Ici, on n'a pas. Donc ce qui m'intéresse en fait, par exemple dans la recherche dans un labyrinthe, c'est un parcours par profondeur. Donc là, en fait, vous voyez l'application de notre algorithme parcours par profondeur, non seulement dans un graphe, par exemple, dont les nœuds sont des localités géographiques, par exemple, dans un réseau informatique ou dans un réseau de télécommunications, mais aussi, ça peut être un graphe abstrait où chaque nœud, en fait, c'est une configuration de solution. Alors, le parcours en largeur d'abord, il est utilisé, au fait, à chaque fois que l'on s'intéresse à considérer de proche en proche nos recherches. Et pas de trouver en fait une solution et de s'arrêter, c'est de pouvoir dire, non, je dois considérer cette solution et je dois considérer cette solution avant d'aller plus loin. Donc c'est une réflexion plutôt où, avant de se lancer à approfondir en fait les configurations, donc avant d'approfondir les configurations, on doit en fait s'intéresser aux configurations frères et voir si les configurations frères peuvent être intéressantes à notre algorithme. Donc selon le contexte, on a une certaine
une certaine préférence pour un algorithme en profondeur ou bien en largeur. Donc rappelez-vous, pour la profondeur, c'était en fait un parcours préfixé ou un préordre, et le parcours en largeur, donc c'était par priorité selon les niveaux, 0, 1, 2, etc. Et donc, on a utilisé une file de priorité. Donc là, vous voyez une utilisation de file de priorité. Alors, quand on regarde au niveau des complexités, quel que soit notre algorithme, à chaque fois qu'on visite un nœud, on va le marquer. À chaque fois qu'on visite un nœud, on va le marquer. À chaque fois qu'on visite un arc, on dit qu'il est déjà découvert. Donc là, il est déjà trouvé, etc., etc. Et au fait, on va parcourir X nœud, enfin cardinal de X nœud, plus cardinal de E arc. Ce qui fait au fait que le parcours de notre algorithme, de notre graphe, en largeur ou en profondeur, tombe toujours sur... donc, aucun algorithme, en fait, n'est optimal par rapport à l'autre. Ils ont la même complexité. Alors, si l'on prend, en fait, maintenant l'utilisation, on a vu que trouver un arbre de recouvrement, donc, en fait, un parcours en profondeur permet de trouver un arbre de recouvrement. Donc, permet de prouver au fait qu'un graphe ne contient pas non plus de cycle, donc de la notion d'arbre de recouvrement. Et on va voir que si on a un certain graphe, en fait, trouver un arbre de recouvrement, par exemple, ça, c'est un arbre de recouvrement. Donc on peut utiliser nos algorithmes de recherche en profondeur pour trouver un arbre de recouvrement, mais on peut même aller chercher plus loin et dire on veut trouver l'algorithme de recouvrement le plus minimal. Donc l'arbre de recouvrement minimal. Alors l'arbre de recouvrement minimal, par exemple, si ici c'est 6, ici c'est 2, ici c'est 6 encore. Et ici c'est 3. Et ici c'est 1. Si l'on fait 6 plus 6 plus 3 plus 1, ça fait 12 plus 4, ça fait 16. Si l'on avait choisi plutôt de faire, donc de ne pas passer par ça, mais de passer plutôt par ça, ça nous aurait fait 6 plus 3, 9, plus 3, 12. Ça nous aurait fait 6, plus 3, plus 2, plus 1, 12. Alors, les deux algorithmes, par profondeur d'abord et par largeur d'abord, peuvent être utilisés pour découvrir l'arbre de recouvrement, et même plus l'arbre minimal de recouvrement que l'on va voir. Alors, si un arbre, c'est un graphe connexe et sans cycle, alors les deux algorithmes s'appliquent également. Pour plus d'informations, allez sur le site de Mednetio et allez sur le site de Nettuno et cliquez sur le lien Mednetio.